Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau le professeur Richard Wolff pour discuter de la politique de Trump et de la manière dont les Européens s'adaptent. Merci, comme toujours, d'être revenu parmi nous. Ravi d'être ici, Glenn. Alors, vous avez récemment publié un article sur ce que vous définissez comme la politique de Trump et le déclin du capitalisme américain. Maintenant que nous avons vu une année complète de son second mandat, qu'en pensez-vous? Comment, selon vous, pourrait-on conceptualiser ou expliquer ce que Trump cherche à accomplir ici? Eh bien, je pense que je m'adoucis peut-être un peu, si c'est le bon mot. Je comprends mieux qu'avant d'où il vient, ce qu'il essaie de faire. Et je soupçonne, si vous me permettez un moment d'introspection, que son isolement croissant, ses difficultés grandissantes, l'opposition de plus en plus forte à son égard ici aux États-Unis, qui progresse plus vite que je ne l'aurais cru, même si, pendant la majeure partie de l'année dernière, je pensais que cela prenait plus de temps que prévu. Tout cela m'influence de la manière suivante. Plus que je ne le comprenais auparavant, ce qu'il fait relève en réalité d'une politique très traditionnelle du Parti républicain aux États-Unis. En d'autres termes, sa différence avec les républicains conventionnels est très marginale, très particulière. Elle se concentre sur un aspect très précis. Ce n'est pas un rejet total, ce n'est pas un départ complet, rien de tout cela. Alors, que veux-je dire? La première priorité du Parti républicain a toujours été, et l'est encore avec M. Trump, de faire de l'argent pour le 1 à 5% les plus riches de notre population, les dirigeants d'entreprise, la classe des employeurs, ce que le recensement américain estime à environ 3% de la population, y compris les travailleurs indépendants, d'ailleurs. C'est sur cela que ce parti est fondé. Ce sont ces gens qui occupent tous les échelons supérieurs du parti, et c'est à leur service que ces priorités ont toujours été consacrées. Pour vous donner un exemple, la première mesure législative qui a véritablement retenu l'attention de M. Trump pendant son premier mandat présidentiel fut l'une des plus importantes baisses d'impôts de l'histoire américaine, celle adoptée en décembre 2017. D'énormes réductions pour les entreprises, d'énormes réductions pour les individus les plus aisés. Quand on en vient à son second mandat, c'est exactement la même chose. La première priorité, c'était ce qu'il a fini par appeler son grand, magnifique, ce sont ses mots, grand magnifique projet de loi fiscale d'avril dernier, à peu près. C'est donc sa première action. Avant de se lancer dans sa persécution des immigrés, avant de s'engager sérieusement dans ses histoires de tarifs douaniers, il s'occupe de son électorat de base. Les gens qui, s'ils venaient à l'abandonner, et il commence maintenant à y penser d'une manière qu'il ne faisait pas auparavant, laissent filtrer des signes. S'il l'abandonne, alors il sera dans une situation très difficile. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas du tout abandonné. Un tiers d'entre eux, un quart peut-être, sont encore très heureux et le soutiennent, et les autres restent silencieux, soit par accord avec lui, soit par peur d'être publiquement attaqués par lui, soit simplement parce qu'ils n'ont aucune raison d'être mécontents de lui. Mais il les a. Et tant qu'il les a, étant donné la concentration de la richesse aux États-Unis, tu sais, 5 entreprises contrôlent les médias et tout le reste, il est plutôt en sécurité. Et maintenant, il peut se permettre d'être, allons-y, audacieux. Eh bien, audacieux de quelle manière? Audacieux en cherchant à obtenir le soutien de l'autre partie de la coalition traditionnelle du Parti républicain. On pourrait appeler cela la masse, les blocs électoraux. Le 1 à 5%, c'est le noyau du monde des affaires qui soutient le Parti républicain, donne au parti l'argent nécessaire pour aller mettre en scène le théâtre symbolique destiné aux électeurs.
Et ce théâtre, qui devient de plus en plus coûteux, c'est l'ICE, une nouvelle armée capable de sortir et de harceler les immigrés de manière très spectaculaire, d'attaquer les personnes noires et brunes, voire de tuer des gens à Minneapolis. Tout cela, ce théâtre, car c'est surtout de cela qu'il s'agit, très violent, je ne veux pas le minimiser, mais c'est du théâtre politique, sa propre armée privée envoyée dans les villes. Ce n'est pas très bien exécuté. Cela a dépassé les bornes et provoqué une énorme réaction qui se poursuit dans ce pays. Mais c'est ce théâtre qui convainc un tiers des gens, persuadés que les immigrés sont le problème, et qui montre le dirigeant républicain allant plus loin que ce que les présidents précédents, républicains comme démocrates, avaient osé faire. Et donc il le montre. Puis il le montre de toutes les autres manières possibles. Beaucoup de fanfaronnades envers d'autres pays, que ce soit en parlant d'enlever Maduro du Venezuela, en arguant les Européens, ou en traitant de façon scandaleuse avec le Canada, le Mexique et le Groenland. On voit bien qu'il s'agit de mises en scène qui peuvent ou non comporter de réels risques de guerre, la saisie de navires dans divers océans, ou encore l'idée, que partagent beaucoup de mes collègues, qu'il va attaquer l'Iran de manière importante par des frappes aériennes. Il fera ces choses-là, mais elles sont surtout destinées à la mise en scène, conçue pour rallier les blocs d'électeurs dont il a besoin. C'est ce qu'il fait. Le problème pour M. Trump, c'est que, même si sa stratégie a été relativement réussie, elle l'a mené à la Maison-Blanche, il faut bien le reconnaître, et qu'il conserve, ses chiffres dans les sondages se dégradent, mais il bénéficie encore d'environ 30%, peut-être 35% de soutien, globalement parlant. Mais rien de tout cela ne traite le problème économique fondamental. Et cela reste un sujet tabou aux États-Unis. Personne n'en parle. Et par là, je veux dire non seulement personne dans l'entourage de M. Trump, jamais, ni dans le Parti républicain au sens large, jamais, mais pas davantage dans le Parti démocrate. Même l'aile dite progressiste, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, le maire de New York, M. Mamdani et d'autres, n'abordent pas ce sujet. Ils font attention à ne pas parler de cette façon. Je veux dire, moi je peux parler maintenant, et c'est déjà un accomplissement. Le public aux États-Unis, celui que des gens comme moi, dont je ne suis pas seul, est plus large qu'il ne l'a jamais été de mon vivant. Je peux parler du déclin de l'Empire américain. Avant, je devais l'expliquer en détail, avec beaucoup de statistiques. Je n'ai plus besoin de le faire. Ces statistiques sont désormais assez bien connues, même par des gens qui n'en parlent pas du tout comme moi. Nous restons donc dans un état de déclin en tant que nation. Et cela signifie que le déclin se poursuit, car fondamentalement, rien n'est fait pour l'arrêter. Par exemple, le fait que, depuis 30 ans, la République populaire de Chine croisse à un rythme annuel du PIB 2 à 3 fois supérieur à celui des États-Unis se maintient tout simplement. Même en 2025, alors que les taux de croissance dans le monde étaient plus faibles qu'auparavant, la Chine atteignait encore ses 5%, tandis que nous stagnions autour de 2%, peut-être 2,25%. C'est exactement ce que nous avons toujours connu. Les succès chinois se poursuivent simplement. Au cours de l'année passée, pour vous donner une ou deux statistiques, en raison des droits de douane imposés à la Chine, celle-ci a pu exporter vers les États-Unis 200 ou 300 milliards de dollars de moins que l'année précédente, si mes chiffres sont exacts. Il y a donc eu une forte baisse des exportations chinoises vers les États-Unis. Mais cela n'a pas eu d'importance, car la Chine a exporté davantage vers le reste du monde qu'elle n'avait perdu en vente aux États-Unis. Si bien qu'à la fin de 2025, la Chine a pu annoncer plus de 1000 milliards de dollars d'exportation nette. C'est une performance extraordinaire
mais c'est une démonstration éclatante que le peu de levier que M. Trump pensait avoir en imposant des tarifs à la Chine n'a pas fonctionné. C'était vraiment un échec. Et il en va de même qu'il s'agisse d'interférer avec le pétrole allant du Venezuela vers la Chine, ce qu'il semble sur le point de faire, ou de toutes les autres interventions sur les pétroliers. C'est bien trop peu et bien trop tard. Il se trouve donc dans une situation où, quoi qu'il fasse, cela ne s'attaque pas au véritable problème, et il n'existe aucune discussion permettant de le clarifier. Et j'aimerais pouvoir dire qu'il existe une opposition qui comprend cela, mais ce n'est pas le cas. En dehors du courant dominant de la politique américaine, un mouvement grandit, mais il reste encore très petit et assez marginal par rapport à la dynamique de la scène politique ici. Et donc, nous serons distraits. Même si je partage l'horreur du monde entier face à ce scandale Epstein et à ses ramifications, il a malheureusement pour effet secondaire de détourner une fois de plus l'attention de la population des problèmes plus vastes et plus structurels qui ébranlent cette société. Même si cela pourrait mettre fin à la position de Keir Starmer en Angleterre, et nous ne savons pas encore jusqu'où cela ira ici aux États-Unis, cela menace déjà la carrière de 2 ou 3 membres du cabinet, et nous verrons jusqu'où cela ira. J'aime cette idée, selon laquelle nous ne parvenons pas à reconnaître l'époque importante que nous vivons, à savoir le déclin de l'Empire américain, ce qui entraîne ensuite la fragmentation de l'Occident. Je ne pense pas que les idées fondamentales, y compris pour les Européens, comment s'adapter à un monde multipolaire, soient réellement abordées. Au lieu de cela, on se concentre sur les conséquences, les symptômes, et on se contente d'y réagir. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Dans quelle mesure pensez-vous que le président Trump s'inspire du président Andrew Jackson? Parce que, je sais que 2 siècles se sont écoulés, mais il l'a désigné comme un héros personnel. Et comme nous le savons, pour donner un peu de structure à cette politique, Andrew Jackson, vous savez, aimait utiliser les droits de douane comme moyen de collecter des recettes et aussi, bien sûr, de renforcer la compétitivité des entreprises nationales. Il avait le même style, enfin un style similaire, nationaliste, insistant fortement sur une identité nationale affirmée. Dans le contexte de son époque, je suppose, il a, comme on le sait, déporté les Amérindiens en vertu de l'Indian Removal Act. Il tenait également un discours anti-establishment, remettant en cause les normes et les institutions de Washington, cherchant à se présenter comme un homme du peuple, mais aussi comme quelqu'un de plus large que cela. Si l'on considère la position des États-Unis comme une lutte contre, par exemple, la Grande-Bretagne et d'autres grandes puissances au XIXe siècle, beaucoup de ces politiques, comme la restauration de la primauté dans l'hémisphère occidental ou son désir de réannexer le canal de Panama, s'inscrivent dans ce schéma. Comme nous le savons, les États-Unis ont soutenu la sécession du Panama vis-à-vis de la Colombie en 1903, afin de revendiquer ensuite ce territoire comme territoire souverain américain pour relier l'Atlantique au Pacifique. Encore une fois, tout cela est très important en termes de pouvoir géoéconomique et géopolitique. En effet, après que les États-Unis ont acheté l'Alaska, ils ont également envisagé l'idée d'acheter le Groenland afin de consolider leur contrôle sur les océans et bien sûr de bloquer la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les adversaires seraient différents. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui, je n'appellerai pas cela un précédent, mais parfois, cela ressemble à une mauvaise rediffusion historique. Penses-tu qu'ils voient les choses ainsi, que les États-Unis se sont affaiblis ou ont perdu de leur influence durant cette ère hégémonique libérale et qu'ils doivent désormais, en quelque sorte, revenir aux politiques qui ont fait leur grandeur? La réponse honnête est non.
Je pense que c'est très... J'essaie de trouver la bonne façon de le dire. Vous savez, il y a deux manières de faire de l'histoire. Il y a l'effort sérieux, revenir en arrière, examiner les archives, rassembler les informations et essayer de comprendre comment les différentes pièces s'emboîtent. Et puis il y a ce que nous appellerions, à l'université, la version condensée façon Reader's Digest de tout cela, qui se lit comme une pièce morale où l'adversité surgit jusqu'à ce que les bonnes personnes s'unissent et vainquent les mauvaises. C'est une façade sur ce qu'il fait. Laissez-moi l'expliquer autrement. Pour être francs, le jeu international de M. Trump consiste au moins à ralentir, puisque vous ne pouvez pas l'admettre, le déclin des États-Unis en utilisant le pouvoir qu'ils possèdent encore, du fait d'avoir été l'hégémon pendant un siècle, d'être un grand pays, un marché important pour les exportateurs du monde entier, une source majeure de capitaux et tout le reste. L'idée est d'utiliser ce pouvoir pour transformer autant que possible le reste du monde en une sorte d'État tributaire. En réalité, le modèle à suivre est celui de la Rome antique. Lorsque toutes les régions d'Europe devaient livrer un certain nombre de boisseaux de maïs ou de blé, ou des poulets, ou des animaux, c'était tout un système de tribus. Von der Leyen doit venir et rendre hommage. Nous allons acheter votre gaz naturel. Nous allons investir dans votre pays avec notre argent. C'est quelque chose d'extraordinaire, une économie du tribut. C'est offert par la menace brute. Si vous ne faites pas cela, nous allons vous faire du mal. Même si le tarif est payé, soit par l'entreprise américaine importatrice, soit par la filiale de l'entreprise étrangère, ce qui nuira à sa rentabilité ici, ou bien les prix seront augmentés pour le consommateur. Mais quelle que soit la manière dont on le présente, cela coûte cher à l'économie américaine. C'est pourquoi, traditionnellement, les partis républicains ne pratiquaient pas les tarifs douaniers. Celui-ci le fait, mais il doit le faire à la fois pour la consommation intérieure et pour la consommation étrangère, en racontant une histoire à la Andrew Jackson. En d'autres termes, si vous lisez ce que M. Trump dit réellement, le monde entier est en train de nous tromper. Il se dresse contre cela. Très bien, si vous êtes un petit pays, si vous êtes un coin du grand empire britannique, si vous traitez avec des économies colossales comme la France ou la Grande-Bretagne au début du 19e siècle, d'accord, vous pouvez raconter une telle histoire. Cela a une certaine plausibilité. Mais on ne peut plus faire ça maintenant. Maintenant, vous êtes le colosse. Vous ne pouvez pas. Je veux dire l'histoire selon laquelle les États-Unis auraient été trompés par tout le monde, par tous les pays, grands et petits, et qu'au lieu d'être si démesurément riches qu'ils peuvent tout acheter au reste du monde, tout en amenant le reste du monde à placer son épargne ici pour que nous puissions tout leur acheter, et transformer cela en « on nous a trompés ». Seul un pays doté de médias aussi dociles et lâches que les nôtres pourrait même imaginer réussir un tel tour de passe-passe. Mais ici, ça marche. Ça marche parce que cela donne une certaine plausibilité à ce qui, autrement, serait très laid. Par exemple, quand je donne des conférences et que j'explique ce que j'ai dit auparavant, c'est un hommage. Nous sommes en train de devenir une société qui dit « Vous devez nous verser un tribut, sinon nous vous ferons du mal. » Et moi j'en parle avec humour. Je souligne que dans ce pays, les histoires de criminels exercent une fascination incroyable. Des films sans fin sur les criminels, des livres à n'en plus finir. Les gens sont tout simplement fascinés par les escrocs. L'une des images les plus courantes dans d'innombrables films et livres est celle-ci. Imaginez une petite boutique, un pressing, une blanchisserie, un petit restaurant, et, par la porte d'entrée, arrivent deux hommes en imperméable, avec des renflements sous leurs vestes, laissant deviner qu'ils portent des armes. Ils s'avancent vers la personne responsable et disent « Nous sommes là,
Et nous voulons que vous compreniez que nous avons besoin de notre paiement pour votre protection. À quoi le propriétaire répond, « De quoi ai-je besoin de protection ?» What do I need protection for? Who's threatening me? And the two gentlemen, Qui me menace? and they Et les deux messieurs sourient et disent, « C'est nous. and if you don't pay Et si vous ne nous payez pas, burn the place nous down. brûlerons l'endroit. » And in a Puis, 2 minutes plus tard dans le film, ils mettent le feu à l'endroit ou le passent à tabac ou quoi que ce soit qu'ils avaient prévu de faire. La blague, c'est « Nous vous protégeons de nous-mêmes ». Eh bien, les États-Unis font exactement cela. C'est reconnaissable ici. Et quand j'utilise cette métaphore, ils la comprennent. Et mon public rit avec moi. Ils le voient. Mais au bout de 30 secondes, c'est sorti de leur esprit. Ils préfèrent de loin l'autre histoire. Et quand je leur demande, dites-moi, en quoi est-ce de la triche? C'est absurde. Le fait d'avoir un déficit avec un pays et un excédent avec un autre montre simplement comment fonctionne le système. Cela n'a rien à voir avec le fait de blâmer l'un ou l'autre. Que faites-vous? Ils n'ont aucune réponse à me donner. What are you doing? They don't have any answer to me. They don't know international trade theory. Ils ne connaissent pas suffisamment bien la théorie du commerce international pour pouvoir en expliquer quoi que ce soit. Donc ils en perçoivent l'image, mais ils ne veulent pas encore de cette image. Ma prédiction est que d'ici 6 mois, ils la voudront, mais pas encore. À ce stade, ils apprécient M. Trump et ils pourraient adhérer au récit d'Andrew Jackson si on pouvait le présenter comme « Nous avons été traités abusivement par les Britanniques, les Français et d'autres encore, et nous nous sommes défendus comme nous l'avons fait pendant la guerre d'indépendance en 1766, puis à nouveau pendant la guerre de 1812. Nous avons vaincu l'Empire britannique et nous affirmons désormais notre propre puissance. » Voilà le récit acceptable, celui qu'on peut raconter. Mais lorsqu'il s'agit de détails, au début de son premier mandat, il s'est décrit comme un admirateur de William McKinley, un autre président américain de la fin du 19e siècle, qui était lui aussi un partisan des tarifs douaniers à cette époque. Donc, jusqu'à ce que quelqu'un fasse remarquer que McKinley était un partisan des tarifs douaniers lorsqu'il siégeait au Congrès. Mais une fois devenu président, il a changé de position. Ce n'était plus le cas. Vous savez, il n'avait pas fait assez de travail. M. Trump n'est pas un érudit, il ne l'a jamais été. Et personne autour de lui ne l'est non plus. Ce que vous obtenez, c'est une appropriation superficielle d'un personnage historique pour se donner une apparence de profondeur, pour faire croire que tout cela repose sur des bases plus solides. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vais revenir à mon point, c'est un politicien républicain classique. La seule différence, c'est qu'autrefois, les républicains étaient tellement soucieux de conserver le soutien du monde des affaires qu'ils limitaient ce qu'ils faisaient pour leurs électeurs à du symbolisme. Laissez-moi vous donner un exemple. Une partie essentielle de la base de M. Trump est constituée de chrétiens fondamentalistes. Un autre groupe est composé de personnes qui aiment les armes. Ils aiment en avoir dans leur voiture ou chez eux. Un autre groupe encore est formé de personnes farouchement opposées à l'avortement. Je pourrais continuer. Ces gens voulaient une interdiction de l'avortement. Les républicains traditionnels, les deux présidents Bush, disaient « Oh oui, l'avortement est terrible ». Mais ils ne l'ont pas arrêté. Ils ne l'ont tout simplement pas fait. Oui, ils en ont rejeté la faute sur les démocrates. Mais au bout du compte, il y avait une masse de gens pour qui les républicains conventionnels étaient, en réalité, ceux qui géraient les affaires sans leur accorder plus qu'un simple signe de reconnaissance. Vous savez, il invitait les pasteurs fondamentalistes chrétiens à la Maison-Blanche pour un petit déjeuner de prière. Ils font vraiment ça, ils adorent ça. Ils s'assoient, inclinent la tête, récitent une sorte de prière chrétienne à Dieu pour demander des conseils et tout ce genre de choses. Et les gens aiment ça, alors que les démocrates ne le font pas.
ou du moins pas de manière aussi ostentatoire. Mais ce n'est jamais plus que du symbolisme. Monsieur Trump, s'il mérite quelque chose, mérite du crédit, c'est le bon mot. Il avait compris qu'il fallait donner davantage à ces gens-là. Sinon, on les perd. Et si on leur en donne assez, on peut réellement gagner la présidence, parce que le monde des affaires vous soutiendra comme toujours, et cette fois, vous obtiendrez les voix. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Son problème maintenant, c'est qu'après les événements de Minneapolis, l'armée de l'ICE est allée trop loin et la population est horrifiée. Il doit se retirer rapidement, car si les choses tournent mal, et cela en prend le chemin, il est dans une situation terriblement, terriblement difficile. Il n'a pas beaucoup de cartes en main, et il donne une très mauvaise image sur la question Epstein. Je veux dire, le niveau de mensonge dans lequel il a été pris est, disons, un peu grotesque. Il y a trop de gros titres, ils arrivent trop vite, et il y a trop de gens, même au sein du Parti républicain, qui voient venir une défaite électorale en novembre et qui commencent déjà à s'éloigner de lui, devenant de plus en plus favorable à un examen plus approfondi de l'affaire Epstein. Et je dois vous dire, au cas où les gens en Europe ne s'en rendraient pas compte, la situation devient de plus en plus laide. Nous assistons à quelque chose d'aussi horrible que possible dans ce genre d'affaires. Voilà à quoi cela ressemble maintenant, bien au-delà des relations sexuelles avec des mineurs. C'est déjà assez grave, mais cela continue. Je ne vais pas en parler, vous le découvrirez bien assez tôt. Mais cela l'affaiblit. Ce n'est pas le spectacle que ses partisans veulent. Ils ne veulent rien de tout cela, et pourtant ils y ont droit chaque jour, toute la journée. Et comme il y a beaucoup de sexe dans cette histoire, elle a ce côté scandaleux qui maintient les gros titres grands et gras. J'imagine que ça n'aide pas qu'ils punissent Marjorie Taylor Greene ou Thomas Massie pour avoir essayé de pousser à la publication des dossiers Epstein, étant donné que Trump avait justement fait campagne là-dessus. Ils font ce que Trump avait dit qu'il ferait, et maintenant, il les punit. Globalement, ça donne une très mauvaise image, bien sûr. En plus, il est tellement susceptible. Il est tellement vindicatif. Il en fait toujours trop. Il est tellement incapable ou peu disposé à régler quoi que ce soit, sans en faire tout un spectacle. Tu sais, il est du théâtre à lui tout seul. C'est un acteur. C'est comme ça qu'il est devenu président. Je comprends. Il va continuer à faire ça. C'est ce qui l'a mené là où il est. Je n'imagine pas qu'il va changer de sitôt. Mais Marjorie Taylor Greene est maintenant un vrai problème pour lui, parce qu'elle est partie. Elle ne le soutient plus. Je veux dire, si elle continue à parler comme elle le fait, elle va devenir démocrate, parce qu'elle se rapproche vraiment de cette position. Et tu sais, les autres, Massie par exemple, ils l'ont perdu. Ils n'en avaient déjà pas beaucoup au départ. On prévoit qu'ils vont perdre la Chambre des représentants en novembre, et maintenant il semble qu'ils pourraient aussi perdre le Sénat. Dans ce cas, il ne pourra rien faire. Je veux dire, ils le bloqueront complètement. C'est la seule chose que fait le système des partis. Le parti qui est dans l'opposition, s'il contrôle le Congrès, peut en gros neutraliser le président. Il ne peut pas faire grand-chose. Tu as utilisé le terme « État tributaire » et je me demandais, dans une certaine mesure, cela semble logique, les politiques des États-Unis. Enfin, pas vraiment logique, mais il y a une certaine cohérence dans leur politique envers l'Europe. C'est-à-dire que si les États-Unis reconnaissent que l'ère de la primauté mondiale est terminée, ils doivent s'adapter à la montée de centres de pouvoir alternatifs ou nouveaux, comme la Chine. Tu sais, les États-Unis veulent se concentrer sur l'hémisphère occidental pour s'assurer de leur domination dans leur propre arrière-cour.
Ils veulent aller en Asie pour contenir la Chine, leur principal rival. En d'autres termes, ils ne peuvent plus se concentrer sur l'Europe. L'Europe devient donc un coût plutôt qu'un amplificateur de puissance. Il est donc logique, dans cette perspective, que les États-Unis assignent essentiellement aux Européens le rôle de, oui, celui de devoir payer un tribut. Ils deviennent une zone exclusive. Ils ne devraient commercer qu'avec les États-Unis, idéalement acheter toutes les armes et l'énergie et réinvestir les bénéfices aux États-Unis. Oui, en somme, payer un tribut. Mais comment évaluer la manière dont les Européens s'adaptent à ce nouveau monde? Parce qu'ils adoptent une approche très différente de celle des Canadiens. Les Européens ne cessent de dire « Eh bien, maintenant, nous allons rester unis, forts et solidaires contre Trump. Nous avons compris qu'il ne sert à rien de s'incliner devant Trump en espérant qu'il nous traitera bien. » Mais ce ne sont que des paroles. Il semble qu'ils ne fassent rien. Ils continuent de s'incliner et de faire tout ce qu'il faut en espérant que leur obéissance sera récompensée. Comment voyez-vous la réaction européenne et que devrait faire l'Europe, selon vous? Eh bien, la façon dont je vois les choses, et je ne veux pas paraître, je ne veux pas être négatif, mais je sais que tu poses la question parce que tu veux que je te dise ce que je pense. Alors, c'est ce que je vais faire. Je pense que les Européens ont décidé qu'ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile et qu'ils n'ont aucune issue. C'est ainsi que je le perçois. Que veux-je dire par là? Ils vont désormais devenir une région mondiale en déclin pour longtemps. Ils finiront par être un appendice des États-Unis, un endroit où le tourisme prospérera, où les résidences de vacances pour les riches seront partout, une société de mémoire historique pittoresque dont les jeunes s'enfuiront vers les endroits où se trouve le travail et les emplois, c'est-à-dire partout ailleurs dans le monde, mais pas en Europe. Voilà le tableau général. Cela signifie qu'en raison du tribut qu'ils doivent payer, et parce qu'ils manquent d'une dynamique de croissance propre, la haute technologie n'est pas sous leur contrôle. Les Américains et les Chinois dominent dans tous les domaines de la haute technologie. Les Européens ne seront plus capables de produire des automobiles, ni quoi que ce soit, en réalité. Je veux dire qu'ils seront secondaires ou inexistants dans le monde de la production de la plupart des biens et des services. Cela veut dire qu'ils vont devoir présider ces dirigeants actuellement au pouvoir, que je qualifierais en général de centristes ou de centre-droit dans la plupart des cas. Je sais qu'il y a un socialiste au Portugal et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un type de gouvernement du centre, centre-droit. Voici ce que je pense qu'ils vont faire. Qu'ils en aient conscience ou non, ce n'est pas clair pour moi. Ils ne s'expriment pas de cette manière, mais qu'ils le perçoivent ou non, c'est une autre question. Ils vont donc connaître un rétrécissement. Ils vont devenir un empire en déclin, comme les États-Unis, mais sans les facteurs compensateurs qui, ici au moins, ralentissent le processus. Là-bas, c'est plus rapide, et cela le sera encore davantage dans les années à venir. Cela signifie qu'ils courent un véritable risque de désintégration sociale. Pourquoi? Parce que lorsqu'un empire décline, que ce soit ses confins qui ne peuvent plus le nourrir, le fait est que les Européens n'ont plus d'empire et qu'il ne les nourrit plus. Vous savez, la Hollande n'a plus l'Indonésie, la Grande-Bretagne n'a plus son empire, les Français n'ont plus l'Afrique, tout cela. Et il ne s'agit pas seulement de l'indépendance politique, mais de la véritable indépendance économique, qui n'était pas possible jusqu'à présent, parce que les Chinois sont là, parce qu'il existe réellement une alternative non européenne à laquelle se rattacher. Alors ils vont se rétrécir. Ils ne pourront pas compenser cela. Et lorsqu'un empire décline et ne peut ni l'arrêter ni le ralentir,
une certaine forme de terreur s'installe. C'est une terreur à la fois dans la classe dirigeante, les gens qui, pendant l'Empire, ont pu accumuler une richesse et un pouvoir extraordinaires. Ils sont les mieux placés, lorsque l'Empire décline, pour s'accrocher. Mais le problème, c'est que si vous réussissez à vous maintenir, et je dirais que la classe supérieure en Europe y parvient encore, cela signifie que vous allez devoir transférer les coûts d'un empire en déclin sur vos classes moyennes et populaires. En Europe, cela veut dire qu'il faut démanteler l'État-providence. Vous devrez soit taxer la majorité de la population, soit réduire les dépenses liées à la santé, aux aides au logement, à la garde d'enfants. Toutes ces choses qui ont fait, d'une certaine manière, la réputation de l'Europe, à commencer par Bismarck en Allemagne, avant que cela ne s'étende à d'autres régions du continent qui, à divers moments, ont mis en place ces politiques. Vous ne pourrez plus vous permettre tout cela. Vous n'allez pas vouloir taxer votre propre population parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir et la richesse qu'ils ne veulent pas céder. Et ce sont les politiciens, ils ont acheté les politiciens. Ils ont fait cela il y a longtemps. Alors maintenant, M. Merz doit prononcer des discours pour dire au peuple allemand « Nous ne pouvons pas nous le permettre ». Vous savez, ce n'est pas un Wirtschaftswunder, c'est une Wirtschaft qui part à la dérive. Voilà donc votre problème. Comment cela va-t-il être géré? Et maintenant l'obscurité va s'épaissir. Comment allez-vous gérer cela? Vous avez une histoire socialiste assez forte. Vous avez des partis politiques assez fortement anticapitalistes. Vous avez une base culturelle socialiste assez solide qui accorde de la valeur à ces politiques de protection sociale. Vous n'allez pas pouvoir les supprimer facilement. Ma famille est française et elle n'est pas particulièrement politisée, mais si vous commencez à retirer ces acquis, ma famille descendra dans la rue en France, et je le pense vraiment. Et pas seulement les jeunes, les plus âgés aussi. Voici donc ce que je constate. Je vois une fracture croissante au sein des sociétés européennes. Et je veux être clair, c'est une fracture entre la classe ouvrière et la classe dirigeante. Une division très classique que l'Europe a déjà connue. Cela va s'aggraver considérablement. Et la seule façon pour ceux qui sont au pouvoir de préserver leur propre bien-être dans un empire en déclin, c'est s'ils disposent de deux choses. Premièrement, une menace extérieure leur permet de déployer le nationalisme comme programme idéologique, plutôt qu'un conflit de classe entre la masse de la population perdant sa protection sociale et la classe dirigeante. Mais l'idéologie seule ne suffira pas. Il faut aussi une armée, il faut un appareil policier et militaire bien plus vaste et bien plus puissant que celui dont on dispose actuellement. Par conséquent, la solution idéale qui résout ces deux problèmes consiste à faire de la Russie un démon, ce qui oblige à se renforcer militairement en urgence, car cela fournit l'armée nécessaire pour réprimer sa propre population. Je vais aller un peu plus loin que je ne le devrais, mais je veux que les gens comprennent le propos. Cette militarisation n'a rien à voir avec la Russie. La Russie ne peut pas conquérir le reste de l'Europe. Ce serait insensé d'entreprendre un tel projet. Cela n'a aucun sens. Ils n'en ont pas besoin. J'ai remarqué même hier que le service de renseignement estonien a publié un document affirmant que la Russie n'est pas le danger que les gens imaginent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que quelque chose a changé en Estonie, mais l'idée a disparu. Pour moi, je comprends cela en tant qu'Américain. Et pourquoi? Parce que vous reproduisez l'histoire américaine. La Grande Dépression aux États-Unis a provoqué un virage de la classe ouvrière vers la gauche. Les travailleurs américains ont rejoint les syndicats comme jamais auparavant. Ils ont adhéré à deux partis socialistes et un parti communiste. Et les syndicats, les communistes et les socialistes
ont tous travaillé ensemble. Et vous vous êtes mobilisés, et vous aviez le président Roosevelt qui a dû s'adapter, car il n'aurait pas été président autrement. Ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que le monde des affaires était hors de lui. La manière dont les communistes, les socialistes et le mouvement ouvrier ont géré la Grande Dépression a été de punir la classe dirigeante. Si l'on regarde toutes les statistiques, les inégalités dans ce pays ont chuté brutalement. Ils ont été taxés, ils ont été forcés de prêter, le marché a été mis de côté et le rationnement a été instauré pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vraiment frappé la classe dirigeante. Et qu'avez-vous fait? Vous avez instauré la protection sociale. C'est à ce moment-là que la sécurité sociale, notre système général de pension de vieillesse, a été créé, en pleine dépression. Nous avons adopté la sécurité sociale. Nous avons adopté l'indemnisation du chômage. Nous avons mis en place un programme fédéral d'emploi qui a permis à 15 millions de chômeurs de travailler, et ainsi de suite. Et c'était tellement insupportable pour la classe dirigeante, voilà où nous en sommes, qu'à la fin de la guerre, en 1945, Roosevelt est mort, la guerre était terminée, et le monde des affaires a dit « Nous devons annuler tout cela ». Au passage, ce programme s'appelait le New Deal, le cadre de Roosevelt, le New Deal. Nous devons démanteler le New Deal. Comment s'y sont-ils pris? En diabolisant l'Union soviétique et en mobilisant une industrie de défense permanente qui maintiendrait les États-Unis mieux armés que le reste du monde. Ce que Dwight Eisenhower, le dernier républicain traditionnel, disait qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est précisément ce qu'ils ont tous fait. Ils ont créé une armée capable de contrôler l'Empire américain et de servir de menace étrangère destinée à justifier un nationalisme conçu pour effacer tout le socialisme qui avait pris de l'importance. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que vous allez faire en Europe. Vous allez le faire. C'est pourquoi le fait que la Russie ne soit plus un pays communiste montre à quel point nous sommes passés sans difficulté de la diabolisation de la Russie, parce qu'elle était communiste, à la diabolisation de la Russie tout court, sans le communisme. Le communisme n'a jamais été le vrai problème. Le problème, c'est que nous avions besoin, sur le plan intérieur, d'un ennemi pour utiliser le nationalisme comme justification de l'armée que nous devions employer contre notre propre population. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le point de leur retirer ce qu'un siècle de lutte leur avait apporté, et ils vont devenir très dangereux pour nous. Nous allons faire face à de graves bouleversements. Mais M. Merz veut s'assurer que vous disposiez d'une Wehrmacht considérablement agrandie, vous savez, afin que vous puissiez affronter non pas les Russes, mais votre propre peuple. Voilà votre problème. Et à ce stade, permettez-moi d'être provocateur. Tout comme dans ce pays, nous ne pouvons pas admettre, nous devons nier à tous les niveaux que nous sommes un empire en déclin. De la même manière, les Européens aussi, même s'ils sont plus avancés que nous dans ce processus. Votre empire est plus jeune que le nôtre. Néanmoins, nous ne verrons rien de tout cela. À la place, nous allons nous raconter ces histoires extraordinaires pendant que nous nous préparons, car quelque part, nous comprenons la direction que nous prenons. Est-ce que je sais si les dirigeants en Allemagne comprennent à quoi ils vont utiliser leur armée? Je n'en sais rien. Mais laissez-moi vous assurer que lorsque M. Trump, et j'espère que les Européens le remarquent, il y a 2 semaines et demie, a annoncé que le budget de la défense pour l'année à venir serait de 1,5 billion de dollars, alors que cette année, il est de 900 milliards. Cela représente une augmentation de 600 milliards sur une base de 900 milliards. Nous n'avons jamais rien connu de comparable. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il vraiment? Vous pensez que c'est contre la Russie et la Chine?
Non, nous dépensons déjà plus qu'eux pour tout cela. C'est un projet bien plus vaste. Et à mon avis, quand ils se réunissent au War College ou à l'Académie navale, de quoi parlent-ils? La ville de Minneapolis vient de montrer au peuple américain qu'il y a un problème, que si l'on fait intervenir l'armée fédérale dans une ville, on risque de découvrir que le problème est bien plus grave qu'on ne le pensait. Et laissez-moi vous dire, je vous parle depuis New York. Si l'ICE vient ici, où nous avons un maire socialiste et plus d'étrangers, plus d'immigrés que partout ailleurs en Amérique, il y aura des affrontements dans les rues. Et à ce stade, à moins qu'il ne fasse beaucoup pour renforcer l'ICE perdra. Même le service de police de ces villes ne coopère pas. Vous avez donc ici des conditions qui vont amener les décideurs à envisager dans un autre langage exactement la perspective que je vous présente. Sur l'aspect européen, cependant, il semble simplement que beaucoup de ces politiques soient tout à fait inutiles. Autrement dit, si les Européens croient qu'il reste encore un espoir de raviver l'hégémonie collective de l'Occident politique, alors ces politiques auraient du sens. Si l'on veut empêcher la montée de rivaux, en cessant de commercer avec la Chine pour ne commercer qu'avec les États-Unis, cela pourrait se justifier. Si l'on souhaite raviver l'hégémonie collective en Europe, bien sûr, on peut continuer à mener cette nouvelle guerre froide contre les Russes et s'efforcer de tracer de nouvelles lignes de division toujours plus proches des frontières russes. Mais si l'on reconnaît que l'ère de l'hégémonie collective est révolue, on s'attendrait alors à des politiques très différentes. Soudain, l'ascension de la Chine peut être perçue comme une opportunité. Vous pouvez désormais vous diversifier. Vous pouvez réduire une partie de cette dépendance excessive envers les États-Unis, ce qui permet à Washington de traiter les Européens comme des vassaux, exactement comme les Européens s'en plaignent. Vous pouvez vous diversifier, tout comme les Russes. Une grande partie de la dépendance envers les États-Unis, tant sur le plan de la sécurité que de l'économie, existe parce que nous avons suivi cette politique depuis 30 ans, consistant à rediviser l'Europe, à relancer la guerre froide, comme l'avait dit George Kennan. Et si nous avions mis fin à cette guerre par procuration imprudente contre les Russes, nous aurions pu avoir un grand partenaire commercial et une énergie bon marché. Nous n'aurions plus cette dépendance sécuritaire. Le seul argument contre cela est, eh bien, nous devons soutenir l'Ukraine. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour l'Ukraine, c'est de la retirer de ces lignes de front d'une Europe divisée. Si vous le retirez de cette position géopolitique de pion sur l'échiquier, vous savez, c'est ce qui sauverait l'Ukraine. Donc rien de ce que nous faisons n'a le moindre sens. Mais comme vous l'avez dit, le seul objectif maintenant est d'oublier l'économie. Nous allons simplement nous militariser. Et vous voyez cet autoritarisme rampant se répandre à travers l'Europe. C'est juste une politique insensée après l'autre. J'aimerais simplement qu'ils décident. Soit on essaie de ranimer l'hégémon, soit on s'adapte à ces nouvelles réalités. Mais il n'y a pas de discussion, seulement des slogans, des discours sur Hitler et l'Union soviétique qui renaîtraient, les Russes marchant sur la Pologne, toutes ces absurdités qui n'ont aucun sens. C'est ce qui semble guider la politique. C'est assez frustrant à observer. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être que je vois les choses un peu plus positivement que toi. Je ne pense pas que cela soit durable. Je crois que ce que tu observes, c'est le dernier souffle d'une génération entière de dirigeants politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont essentiellement dit à l'Europe « Nous avons besoin de vous comme zone tampon face à l'Union soviétique. Nous vous aiderons de certaines manières. Le plan Marshall, mais vous devez être nos amis. Vous êtes en danger non pas tant à cause de l'Union soviétique,
mais à cause de vos propres partis communistes et socialistes internes. Souviens-toi, la Grèce était pratiquement contrôlée par son parti communiste, et la moitié de la France était contrôlée par son parti communiste. Le premier gouvernement de M. de Gaulle comptait des ministres du Parti communiste au sein du cabinet, et ainsi de suite. Et il y avait cette grande peur en Europe, qui à mon avis ne venait pas de la Russie. C'était le nationalisme qui s'exprimait. Il fallait transformer le communiste local en agent d'une puissance étrangère, même si cela n'était qu'à moitié vrai au mieux. C'est exactement ce que nous avons fait ici aux États-Unis, où c'était également fondamentalement faux. Mais tout cela a été fait parce que les États-Unis pouvaient aller voir ces gens, l'ancienne classe dirigeante capitaliste, et leur dire « Au nom de la lutte contre le communisme, nous allons vous protéger, nous mettrons des troupes dans votre pays, nous vous apprendrons à mener une guerre de propagande contre eux. » Nous allons vous aider à isoler et à éliminer tous les gauchistes de votre pays. Je veux dire, si vous revenez en arrière et regardez tout ce que la CIA a fait en Italie, en France, partout, dans les magazines culturels, dans les partis politiques, dans le financement secret de ceux qui recevaient de l'argent et de ceux qui se faisaient descendre dans la rue par des gangsters anonymes, etc. C'était ça le marché. Et ce sont ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir parce qu'ils étaient ceux que les États-Unis avaient mis en place. Ce sont les loyaux. Ce sont eux qui maintiennent le système en place. Ils ne veulent rien faire d'autre. Pour eux, c'est une question d'identité. Ils se considèrent comme les gardiens de la démocratie euro-américaine, peu importe le mot qu'on utilise. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir. Bien sûr, en dessous d'eux, et cela, je le sais, je sais que c'est vrai pour l'Allemagne, et je sais que c'est vrai pour la France, il y a de nombreux membres de la classe dirigeante qui sont impatients de conclure des accords avec la Chine, qui ne voient pas leur avenir avec l'Occident, ils voient leur avenir là-bas, ils veulent pouvoir racheter du pétrole et du gaz russe bon marché. Absolument. Et ils ne le cachent pas. Donc quelqu'un parle à ces gens-là. Ils savent qu'ils ne sont pas encore assez forts, car la classe politique est issue de l'Alliance américaine et en dépend. Leurs carrières se sont construites là-dessus. Ils ont fait d'innombrables compromis en gravissant les échelons pour devenir Premier ministre. Tous ces compromis consistaient à jouer le jeu de la domination anglo-américaine. Dominance.